Bonjour à tous. Régulièrement, vous entendez vos enseignants de lettres, vos enseignants préférés bien entendu, vous dire qu'il faut, pour un commentaire ou pour une explication de texte, pour une lecture linéaire, vous appuyer sur les procédés littéraires. Qu'est-ce que c'est que ces procédés littéraires? Voilà ce que je vous propose de découvrir dans cette courte vidéo. Quand on parle de procédés littéraires, en réalité, on évoque tous les moyens dont dispose un écrivain pour écrire, pour construire, pour élaborer son texte et pour essayer de produire un effet ou des effets sur son lecteur. En général, on distingue 4 types de procédés. Tout d'abord, les procédés lexicaux, liés au lexique, aux mots, les procédés grammaticaux, liés à la grammaire évidemment, les procédés rhétoriques, ce que l'on appelle généralement les figures rhétoriques ou les figures de style, et enfin, les procédés de structure qui envisagent le texte dans son ensemble, dans sa composition d'ensemble. On commence par s'intéresser aux procédés lexicaux. Les procédés lexicaux sont de 3 grands types. Tout d'abord, il y a le jeu ou les jeux sur la connotation des mots. La connotation des mots, c'est le sens second, le sens imagé des mots. Et ce jeu sur la connotation permet de créer des images mentales chez le lecteur ou bien de créer des ruptures qui vont engendrer de la surprise. Et je vous donne un exemple. Lorsque Plaute écrit « L'homme est un loup pour l'homme », en utilisant le mot loup et non pas le mot animal, qu'il aurait pu choisir par ailleurs, il joue sur la connotation de ce terme qui évoque, bien entendu, un animal féroce, un animal sanguinaire, un animal dangereux, un animal dont on se méfie. Deuxième grand ensemble de procédés lexicaux, les recours aux champs lexicaux. Ça vous connaissez, vous le pratiquez depuis le collège, parfois même avant. Les champs lexicaux permettent de créer une atmosphère ou bien d'insérer discrètement une idée dans un texte. Je vous donne tout de suite un exemple, issu du poème Le lac de Lamartine. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Vous voyez que j'ai passé un certain nombre de mots en gras, toujours éternel, âge, jour. Ces mots renvoient tous au champ lexical de la temporalité du temps qui passe, et ce champ lexical permet de mettre en valeur un des thèmes fondamentaux du poème. J'aurais pu également choisir de mettre en valeur les termes rivage, océan et ancre, et j'aurais alors choisi de parler du champ lexical de la navigation dont il n'est pas encore question à ce moment précis du poème, mais qui va être l'un des autres thèmes principaux de celui-ci. Dernier type de procédé lié au lexique, l'emploi de termes mélioratifs ou péjoratifs qui permet à l'auteur de prendre position face à une question donnée. Je vous donne un exemple issu des Contemplations de Victor Hugo. Vous êtes imbécile car vous êtes mauvais et méchant. Il parle ici des enseignants et vous remarquerez qu'avec un fair-play absolument incroyable, je cite Victor Hugo s'en prenant à moi ou en tout cas à mes semblables. Les termes imbécile, mauvais, méchant sont ici évidemment des termes péjoratifs qui permettent immédiatement de comprendre quel est le sentiment de Victor Hugo par rapport à l'éducation qu'il a reçue. À côté des procédés lexicaux, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a les procédés rhétoriques. On classe généralement ces procédés rhétoriques, ou figures rhétoriques, figures de style, en 4 grands ensembles. Le premier, c'est les figures de l'analogie qui établissent un rapport, une ressemblance entre 2 éléments. Pour ne citer qu'elles, vous avez la comparaison, la métaphore qui est une comparaison sans outil de comparaison, l'allégorie qui permet d'imager un concept, par exemple la faucheuse et la mort, la personnification qui consiste à traiter comme une personne un animal ou un objet, la métonymie qui permet de désigner une chose par une autre chose à laquelle elle est liée, par exemple mange ton assiette pour désigner le contenu de l'assiette, Victor Hugo qui parle des voiles descendant vers Harfleur, les voiles étant évidemment les bateaux avec des voiles. Pour finir, la périphrase qui est une figure de style qui consiste à nommer quelque chose par sa définition. Pour donner un exemple, vous pouvez parler de la capitale de la France pour parler de Paris et vous aurez alors produit une périphrase. Ces figures de l'analogie permettent de faire surgir des images visuellement frappantes dans l'esprit du lecteur
ou bien de rapprocher des éléments qui, a priori, ne sont pas très proches. Je vous donne un exemple. Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Vous avez ici une comparaison, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, et vous avez aussi une métaphore puisqu'il pleure dans mon cœur. C'est évidemment une comparaison, c'est comme s'il pleurait dans mon cœur, à laquelle on a retiré l'outil de comparaison. Deuxième ensemble de figures de rhétorique, c'est ce que l'on appelle les figures d'opposition. L'antithèse, qui consiste à utiliser deux termes opposés à l'intérieur d'un texte ou d'une phrase. L'oxymore, qui est exactement la même chose, sauf que les deux termes vont être collés l'un à l'autre. Le paradoxe, qui consiste à mettre en regard deux idées ou deux notions de façon à heurter la logique ou le bon sens. Je suis au régime, donc je mange du chocolat. L'antiphrase, qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense en se débrouillant pour que son interlocuteur comprenne bien le sens quand même de notre parole. Et là, vous avez tous en tête l'enseignant qui vous rend votre copie en vous disant « beau travail » alors que vous avez eu une très mauvaise note. Et enfin, le chiasme, que vous connaissez tous parce qu'il a un nom un peu amusant. Le chiasme est une figure de construction de la phrase qui consiste à mettre en opposition, en relation, deux membres de phrase qui se reprennent ou s'opposent selon le modèle A, B, B, A. Comme mon explication n'est pas très claire, j'en ai bien conscience. Je vous donne un exemple que vous connaissez tous. Quand on parle de deux choses semblables, on dit c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ces figures d'opposition, elles permettent de mettre en regard deux éléments pour les opposer ou au contraire pour les rapprocher. Je vous donne un exemple littéraire. Chez Corneille, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Obscure et clarté sont deux termes opposés que l'on met côte à côte, il s'agit donc d'un oxymore. Autre ensemble, ce que l'on appelle les figures d'insistance. C'est en général l'hyperbole, l'exagération, la répétition, le pléonasme qui consiste à répéter une même information avec deux termes différents, monter en haut par exemple, l'anaphore qui consiste à répéter un même mot ou un même groupe de mots en début de phrase, en début de paragraphe ou en début de vers, l'accumulation et la gradation qui est une accumulation qui est ordonnée de façon à aller de l'élément le moins important au plus important ou le contraire quand on a une gradation inversée. La figure d'insistance permet de mettre en valeur l'élément sur lequel elle porte. Je vous donne un exemple, extrait des Caractères de la Bruyère. Il discourt des mœurs de cette cour, il récite des historiettes qui y sont arrivées, il les trouve plaisantes. Vous avez ici, en début de chaque phrase, la répétition du pronom personnel « il » et il s'agit donc d'une anaphore. Enfin, dernier ensemble des procédés rhétoriques, c'est ce que l'on appelle les figures d'atténuation, l'euphémisme qui consiste à atténuer l'expression de quelque chose de douloureux ou de choquant, et la litote qui est très proche de l'euphémisme, à ceci près qu'elle n'atténue pas mais au contraire met presque en valeur. Je vous donne tout de suite un exemple de litote. Ce garçon-ci n'est pas sot. Il s'agit d'un extrait d'une pièce de Marivaux et vous repérez ici une litote puisque lorsque l'on dit « celui-ci n'est pas sot », on sous-entend bien au contraire qu'il est extrêmement intelligent. J'en ai fini avec les procédés rhétoriques, je m'intéresse maintenant aux procédés grammaticaux. Ces procédés grammaticaux sont extrêmement nombreux. Vous avez la ponctuation, il faut donc repérer s'il y a présence ou absence de ponctuation, les exclamations dont vous savez qu'elles manifestent une certaine vivacité, une certaine émotion chez le locuteur, les interrogations qui doivent évidemment être analysées. Cela peut être également les types de phrases. Est-ce qu'on a affaire à des phrases déclaratives, à des phrases injonctives ou à des phrases interrogatives? Et vous comprenez bien que le choix que fait l'auteur d'un type de phrase dominant a évidemment à voir avec son intention, avec ce qu'il entend faire de son texte, avec ce qu'il entend créer comme sentiment, comme émotion ou comme réflexion chez son lecteur. Vous avez également les formes des phrases. Est-ce que ce sont majoritairement des phrases négatives? Est-ce que ce sont majoritairement des phrases affirmatives? Est-ce qu'il y a des phrases emphatiques, c'est-à-dire des phrases dans lesquelles un mot, un terme, un groupe de mots est mis en valeur? C'est ce garçon que je voulais rencontrer. Ce garçon est ici mis en valeur par la tournure emphatique de la phrase. Les procédés grammaticaux, cela peut également être la longueur des phrases. Est-ce que le texte a des phrases très longues, plus solennelles? Est-ce que tout d'un coup apparaît une phrase très courte?
qui va surprendre le lecteur par sa brutalité. Cela peut être également la structure des phrases. Est-ce que les phrases sont simples? Est-ce qu'elles sont complexes? Est-ce que ce sont des phrases verbales? Est-ce que ce sont des phrases nominales qui vont donner un rythme plus rapide au texte? On s'intéresse également aux modes et aux temps verbaux. Évidemment, pour ne donner qu'un exemple, l'impératif qui marque l'injonction. On s'intéresse aux verbes. Est-ce qu'il y a de nombreux verbes d'action? Est-ce qu'il y a de nombreux verbes de parole? Est-ce que les verbes d'état sont majoritaires? Auquel cas l'auteur se lance dans la description ou le portrait. Quand on s'intéresse aux procédés grammaticaux, on regarde également les formules impersonnelles. Il s'agit de regarder les formules impersonnelles. Il s'agit ici justement une formule impersonnelle et ces formules en général marquent une volonté de généralisation ou de neutralité de celui qui écrit. On regarde également les pronoms. Est-ce que le locuteur s'implique ou non dans son texte? Est-ce qu'il y a une rupture dans les pronoms? Est-ce que le texte est tout d'abord au singulier puis il passe au pluriel? Auquel cas on en déduit quelque chose. On peut aussi s'intéresser quand on regarde les pronoms à l'usage des pluriels qui peut marquer une volonté de généralisation de la part de l'auteur. On regarde également les registres de langue. Est-ce que l'auteur garde le même registre tout au long de son texte? Est-ce que ce registre varie au contraire au fur et à mesure des lignes? Est-ce que l'auteur recourt à la grossièreté, au registre familier, au registre soutenu, etc. Dans les procédés grammaticaux, on regarde également la présence ou non de modalisateur. Le modalisateur, c'est ce qui fait que je comprends quelle est la position, l'attitude du locuteur face à son énoncé. Si je vous dis par exemple « il fera certainement beau demain », je suis assez sûre de ce que je vous dis. Si je vous dis « il fera sans doute beau demain », vous voyez que le modalisateur sans doute a modifié un peu mon attitude face à ce que je dis. Là, je suis un peu moins sûre de mon affirmation. Et dernière chose que l'on regarde quand on s'intéresse aux procédés grammaticaux, c'est la versification. Si on est évidemment dans un poème, on peut notamment retenir que l'alexandrin est considéré comme plus solennel puisque avec ses 12 syllabes, il s'étale en quelque sorte sur la phrase. Il est le maître des vers. A contrario, des vers impairs vont donner plus de musicalité, plus de dynamisme à un poème. Nous en avons fini avec les procédés grammaticaux. Je m'intéresse maintenant aux procédés structuraux, aux procédés de structure. Évidemment, là, il m'est impossible de vous donner des exemples précis puisque pour regarder la structure d'un texte, il faudrait que je reproduise des textes dans leur intégralité et que la durée de cette vidéo risquerait d'en pâtir lourdement. Donc, je me contente de vous donner 3 axes qui peuvent vous servir comme base de réflexion. Le premier, c'est d'observer l'ensemble du texte, l'organisation d'ensemble. Est-ce qu'on a une progression structurée ou au contraire, est-ce qu'on a le sentiment que l'auteur écrit au fil de la plume sans avoir fait de plan, comme le fait Montaigne par exemple, de manière factice puisque tout est pensé et structuré, mais les nombreuses digressions donnent ce sentiment de texte qui se rédige au petit bonheur la chance. Est-ce que c'est un texte circulaire qui commence et termine de la même façon, etc. Le deuxième axe que je vous propose comme réflexion quand vous regardez la structure d'un texte, c'est les répétitions ou les symétries. Est-ce que je vais avoir par exemple 2 éléments dont le texte s'empare successivement dans 2 paragraphes? La mise en regard de 2 portraits par exemple, du portrait d'un personnage puis du portrait d'un autre personnage. Et dernier axe que je vous propose, c'est l'observation des ruptures. Est-ce que le texte progresse de façon linéaire ou est-ce qu'il y a des ruptures, tout d'un coup un changement de sujet, un changement de tonalité, un changement de point de vue? Voilà pour les procédés de structure et voilà pour l'ensemble des procédés littéraires que vous pouvez observer dans un texte. Évidemment, cette vidéo n'a pas pour objectif ni pour ambition d'être exhaustive et il y a sans doute encore bien d'autres procédés qui m'ont échappé, que j'ai oubliés au moment où j'ai fait cette vidéo. J'espère toutefois que j'ai pu vous être utile et je vous souhaite une excellente journée.